Oui, bonjour à tous. On va démarrer si vous le voulez bien. Donc, bienvenue dans notre formation express. Donc, je suis Raphaël Berriot, du directeur commercial de Proformation. Aujourd'hui, on a une formation express sur donc Power BI en compagnie de Aziz. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Aziz, tu m'entends? OK. Donc, nous allons passer 30 minutes ensemble. Avant de passer la parole au formateur, donc je vais vous rappeler le déroulement de la formation. Donc, il s'agit d'un format court, un aperçu. Il ne s'agit pas d'une formation complète. C'est une introduction à Power BI. Une formation complète dure environ 10 heures selon le besoin. Donc, tout d'abord, le formateur va présenter donc Power BI. C'est de l'initiation pendant 20 minutes et vous aurez la possibilité de poser vos questions auxquelles on répondra lors des 10 dernières minutes. Les questions, vous les posez par chat, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez surtout pas de poser vos questions, hein. Plus il y a de questions, mieux c'est, je dirais. Donc, pour rappel, Proformation, notre positionnement, c'est le 100% humain. C'est notre métier depuis 30 ans, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Il s'agit d'une offre découverte. Après la formation, donc, qui est enregistrée, je vous rappelle, on vous envoie à tous le replay et on compte sur vous pour mettre des likes sur YouTube pour que cette formation soit diffusée auprès de le plus de personnes possible. Nous avons d'autres formations à venir sur EcoGest, sur PowerPoint efficace et bien d'autres formations encore. Donc, on vous espère nombreux. Et encore une fois, si vous pouviez inviter vos confrères, vos collègues, c'est fait pour ça. C'est open bar, on va dire. Voilà. Je laisse la parole à Aziz sur Power BI aujourd'hui. Là, c'est mieux, je pense. Oui, c'est mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je me présente, moi c'est Dib Sadiz, je suis formateur et développeur. J'interviens principalement sur les outils Microsoft comme le Pack Office, Office 365, SharePoint, Power Platform et bien sûr Power BI. Je suis certifié sur plusieurs outils Microsoft. Et bon, je suis formateur chez Proformation, ça fait à peu près 10 ans. Donc, dans notre webinaire d'aujourd'hui, on va faire une petite présentation de Power BI, c'est quoi? Et puis, on va directement passer à une petite démonstration de récupération des données et modélisation, puis création d'un rapport. Alors, sans tarder, on passe à c'est quoi Power BI? En fait, Power BI, c'est un outil de création de rapports, tableau de bord, qui est constitué de plusieurs composants. Mais avant de parler des composants Power BI, en fait aussi Power BI fait partie d'un écosystème qui est Power Platform. Et Power Platform, c'est un écosystème low code ou sans code qui permet de gérer ou créer des solutions entreprises. Dans cet écosystème, on retrouve bien sûr Power BI, il y a Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. Donc, si on veut les associer et les utiliser ensemble. En général, par exemple, on a Power Apps pour créer des applications mobiles, tablettes ou sur navigateur pour des solutions entreprises. Et puisque c'est une application, ça va générer de la data. Donc, on va pouvoir analyser cette data avec Power BI. Et bien sûr, on aura la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches avec Power Automate. Donc, inclus à ça, on a d'autres outils comme Dataverse, comme les Power Portal ou l'EI Builder. Donc, Power BI, c'est un outil qui est composé, c'est plusieurs outils, c'est des outils, des services, des connecteurs, qui est composé de Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Ces composants, on va les retrouver essentiellement en fait au niveau des étapes de création de rapport. Donc, ces étapes, tout simplement, on va commencer par collecter l'information ou collecter les données, puis les transformer. Par la suite, modéliser ces données-là avec la création des relations, les mesures, les colonnes calculées. Et puis, la création du rapport avec tout ce qui est data vise, donc des graphiques, des segments, des tableaux croisdynamiques, ainsi de suite. Tout ça se fait dans Power BI Desktop. C'est le premier composant et c'est le composant essentiel qu'on va voir aujourd'hui.
Par la suite, on a la publication du rapport avec la gestion des autorisations d'accès au rapport. Et la dernière étape, c'est la consommation du rapport qui se fait dans Power BI Service et l'application mobile. Donc, en général, lorsqu'on crée un rapport Power BI, il est très important de respecter ces étapes. Et chaque étape va prendre son temps. Donc, en général, les deux premières étapes vont prendre pas mal de temps dans la création du rapport et ils sont très importantes pour la suite de notre rapport. Alors, on va essayer de passer directement à la démonstration en essayant de passer sur les différentes étapes. Pour notre démonstration, on va essayer d'utiliser un fichier Excel à plat, comme celui-là. Donc, à chaque fois que je présente ce tableau, la plupart du temps, lorsque je pose la question, est-ce qu'il y a des transformations à faire? La plupart, ils disent, bon, c'est des données qui sont bien structurées, il n'y a rien à faire. Mais lorsqu'on parle de modélisation des données, donc en observant un peu ces données-là, je vais me retrouver avec, puisque c'est un tableau des ventes, avec les informations des clients, des fournisseurs, des produits, puis concernant les informations concernant la vente, il y a pas mal d'informations redondantes qui se répètent dans mon tableau. En termes d'analyse, ce n'est pas très bon. Le but, c'est de commencer à partir de ce tableau-là et d'obtenir 4 tableaux clients avec des clients uniques, fournisseurs, produits et ventes. Donc, directement, on passe à la pratique. Voilà notre tableau Excel qu'on va devoir transformer et l'utiliser pour la création de notre rapport. Donc là, dans Excel, déjà, on a deux notions. On a une plage. C'est lorsque j'arrive ici, je crée une plage avec, par exemple, nom, prénom, ainsi de suite. Et par la suite, je commence à saisir des informations. Il y a aussi les tableaux. Les tableaux, ils ne sont pas présents par défaut dans Excel. Il faut passer soit par accueil, mettre sous forme de tableau, soit par insertion, tableau. Et là, j'ai un tableau qui porte un nom. Pour le moment, c'est tableau 1, tableau 2. Et dans ma feuille ici, j'ai aussi un tableau. C'est liste commande. Dans les outils Power Platform, vaut mieux avoir des tableaux dans Excel. Si, bien sûr, la structure des données permet de mettre sous forme de tableau. Alors, je ferme mon classeur. Et j'arrive dans Power BI où je vais lui demander de récupérer les données depuis mon fichier Excel. Donc là, j'ai utilisé un connecteur Excel, bien sûr. Power BI dispose d'un nombre très important de connecteurs. À terme, je pense que c'est 270 connecteurs, mais Power BI se met régulièrement à jour. Donc, lorsque je me connecte à mon classeur Excel, j'ai deux choses, mon tableau et la feuille. De préférence, on prend le tableau. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité de, si je veux utiliser directement mes données dans la création du rapport, je peux les charger, chose qui n'est pas très conseillée. Vaut mieux passer par transformer les données pour voir s'il y a des transformations ou un petit peu de nettoyage à faire au niveau des données. Donc là, je passe par transformer les données, ce qui va m'ouvrir la fenêtre Power Query qui permet de... Donc Power Query, c'est ce qu'on appelle un ETL, c'est Extract, Transform and Load. Donc ça permet de récupérer les données depuis la source, de les transformer, puis les charger dans Power BI. Donc, à partir de là, on avait dit que sur notre tableau, on doit créer plusieurs tableaux, clients, fournisseurs, ainsi de suite. En fait, c'est assez simple. Je vais dupliquer ma requête. Je renomme client. Et là, je sélectionne les informations concernant le client. Donc, j'ai l'ID client, le prénom, le nom, le code pays, pays et ville. Et là, je lui demande tout simplement de regrouper par ces informations. Ça va me générer une colonne avec le nombre de clients. Ça ne m'intéresse pas, mais je ne peux pas la supprimer. On valide OK et j'ai ma table client. Cette colonne, j'en ai pas besoin.
mais je peux observer un petit peu que ce client-là, il était répété 4 fois. Celui-là, c'est 8 fois. Donc, je supprime ma colonne et cette fois, j'ai un tableau client avec des clients uniques. Je fais pareil pour les fournisseurs. Par exemple, je duplique, je renomme fournisseur. Pareil, je vais chercher les informations du fournisseur. Donc, j'ai que l'ID et le nom. Clic droit, regrouper par. Je fais pareil et je supprime cette colonne. Je duplique pour avoir la table produit cette fois. Donc là, j'ai l'ID produit jusqu'à l'ID fournisseur. Et je supprime pareil. Dernier tableau, c'est vente, donc je renomme directement celui-là. Et cette fois, j'ai besoin de l'ID client pour savoir à qui j'ai vendu, l'ID produit pour savoir qu'est-ce que j'ai vendu, et puis je vais prendre date de commande et date de livraison. Je ne prends pas quantité parce que quantité, je vais utiliser un autre traitement par la suite. Alors, regrouper par, et là je vais regrouper par ces 4 colonnes, et je ajoute une colonne quantité, où je vais calculer la somme des quantités tout simplement. Je valide OK. Voilà en quelque sorte les transformations qu'on va réaliser dans Power Query. Donc en général, lorsqu'on travaille avec Power Query, c'est des traitements qui prennent beaucoup de temps parce que c'est pas toujours que c'est des données qui sont clean. Donc souvent, on aura besoin de transformer nos données, de réaliser un certain nombre de traitements de nettoyage. Ça reste un outil qui est très puissant, très bien équipé avec beaucoup de fonctionnalités qu'on a à disposition en quelques clics. Le principe de Power Query, c'est qu'en même temps qu'on est en train de réaliser ces traitements, on est en train de les automatiser parce que tout simplement, on observe à droite qu'on a les étapes appliquées. À chaque actualisation, Power Query va exécuter ces étapes appliquées. Donc, la première étape, c'est source. C'est là où on lui a demandé, voilà, on lui a donné le chemin vers notre classeur Excel. Deuxième étape, c'est là où on a choisi soit le tableau, soit la feuille. Il se peut qu'on a un classeur avec plusieurs feuilles. Troisième étape, c'est une étape qu'il applique lui automatiquement. Il va typer les données au niveau de chacune des colonnes. Donc là, il a vu comme quoi c'est une colonne qui contient des valeurs numériques. Il a mis en nombre entier. Là, c'est des colonnes de texte. Si je regarde dans la table vente, il a détecté que c'est des colonnes qui contiennent des dates. Ce typage de données, il le fait en fonction d'un profilage de colonnes des 1000 premières lignes. Et en général, lorsqu'on se connecte à des données depuis des sources comme Excel ou des CSV, vaut mieux vérifier cette étape principalement. Parce qu'il se peut que ça génère des erreurs. Et puis, on a la dernière étape, c'est là où on a regroupé les différentes informations pour avoir la table vente client, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'étapes avec des rôles dentés qui me permettent de modifier les paramètres de l'étape en question. Si je veux rajouter un regroupement, je peux le faire. Voilà, une fois que j'ai terminé mes transformations, ce qu'il me reste à faire, c'est fermer et appliquer. À ce moment-là, j'applique les modifications, mes données qui sont dans mon classeur Excel, et puis je cherche les données dans Power BI. Je retrouve les différentes colonnes. Deuxième étape, donc on a terminé avec l'étape collection et transformation des données. On passe maintenant à la modélisation. Première chose, c'est d'observer le modèle de données. Par défaut, Power BI détecte automatiquement les relations et les crée pour nous. Donc là, j'observe
qu'il a bien créé mes relations entre client et vente, produit et vente, et fournisseur et produit. Lui, pour créer ces relations, en fait, il va se baser sur les noms des champs. Et là, on a une relation à un plusieurs qui dit, ben, pour un client peut avoir une ou plusieurs ventes. Donc, le signe étoile signifie plusieurs. Et on a la petite flèche qui, elle, ne détermine le sens du filtre. On a la possibilité de filtrer les ventes par pays, par ville, ainsi de suite, mais pas dans le sens contraire, selon notre relation actuelle. Donc, pareil pour les autres. Donc, un produit peut être vendu une ou plusieurs fois. Donc, puisque notre modèle de données, il est correct, la relation, si je les ai pas, c'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau des transformations des données, par exemple, que dans la table client, on a des doublons. Donc, c'est des choses à vérifier dans ce cas dans Power Query. Si je n'ai pas la relation, je peux tout simplement faire un clic droit. Bon, là, je supprime la relation. Pour le créer, tout simplement, je prends l'ID produit que je vais glisser vers l'ID produit. Ça va me créer la relation. Une fois que c'est fait, en termes de modélisation, parfois, j'aurais besoin de certaines informations qui n'existent pas. Par exemple, là, j'ai les pays, mais moi, dans mon rapport, je vais vouloir analyser mes données par marché. Américain, européen, asiatique, ainsi de suite. Je n'ai pas cette information-là, donc je peux tout simplement me baser sur les pays et lui dire, en fait, je vais créer un nouveau groupe que je vais nommer marché. Et à partir de là, je commence à regrouper les informations. Je renomme. Et par exemple, le reste. Voilà. Puis je valide OK. Et à partir de là, je dispose de cette information-là. Par exemple, je vais l'utiliser dans un segment que je vais afficher sous forme de bouton que je puisse filtrer par la suite mes données. Alors, toujours en termes de modélisation, il est très important de pouvoir créer des mesures. Là, actuellement, j'ai la quantité dans la table vente et j'ai les prix unitaires dans ma table produit. Je souhaite créer une mesure chiffre d'affaires. Alors, en termes d'organisation, une mesure n'est pas forcément liée à un tableau parce que je peux créer ma mesure chiffre d'affaires dans client. Donc, tout simplement, une mesure, c'est un calcul. Je vais écrire une formule. Donc, en termes d'organisation, vaut mieux ne pas créer les mesures dans cette table-là et créer une table, par exemple, une table indicateur, rien que pour ça. C'est ce que je vais faire. Donc, dans Outils de table, j'ai la possibilité de créer une table calculée que je vais tout simplement nommer indicateur. Je valide. À partir de là, j'ai ma table indicateur et tous mes indicateurs, tous mes calculs, je vais les créer ici. Ça, je peux les retrouver plus facilement. Alors, je crée une nouvelle mesure que je vais nommer chiffre. Voilà. Affaire. Donc, en termes de règles de nommage, que ce soit des colonnes, que ce soit des mesures, il vaut mieux nommer correctement nos mesures et nos colonnes. Pas d'abréviation, il faut que le nom soit clair. On va voir un peu pourquoi. Alors, ma mesure chiffre d'affaires, je vais utiliser tout simplement la fonction somme. Parce que le principe, c'est que je dois faire une multiplication à chaque fois du prix unitaire par la quantité. Ce principe, si j'essaie de faire ça dans Excel, je prends Excel,
je vais prendre quantité et prix. Je mets seulement des valeurs au hasard. Alors, normalement, pour calculer le CA, je dois faire pour une ligne égale ça, multiplié par ça, puis je tire pour calculer la somme. Donc, et par la suite, calculer la somme de ces valeurs. Comme ça, j'aurai le chiffre d'affaires. Si je fais égale somme de ça multiplié, plutôt, multiplié par la somme de ça, je n'ai pas le bon chiffre d'affaires. Donc, en fait, le principe dans Power BI, puisque dans Power BI, là, je ne vais pas ajouter une colonne CA, je vais le faire dans une mesure directement. Le principe de Power BI, c'est ça, ce qu'on appelle le contexte de ligne. Dans chaque ligne, j'ai une quantité et un prix qui va différer dans chaque ligne. Donc, j'ai besoin d'une fonction qui permet de réaliser la multiplication ligne par ligne en prenant en considération le contexte de ligne, puis par la suite, faire la somme de cette multiplication réalisée. Donc, pour faire ça dans Power BI, je vais utiliser ce qu'on appelle les fonctions d'itération. C'est des fonctions DAX. Et là, c'est SUMX. Toutes les fonctions qui se terminent par X, ce sont des fonctions d'itération qui permettent de gérer le contexte de ligne. Donc, dans l'explication, on nous dit bah, ça retourne la somme d'une expression évaluée pour chaque ligne. Et l'expression, dans mon cas, ça va être la multiplication. Alors, premier paramètre demandé, c'est un tableau. Dans mon cas, c'est vente. Virgule, quantité, multiplié. Et là, j'ai un autre problème. C'est le prix. Parce que dès que je tape prix, il ne reconnaît pas ma colonne prix. C'est normal parce que prix ne figure pas dans la table vente. Pour cela, je vais me baser sur mon modèle de données parce qu'il y a une relation entre vente et produit. Et pour utiliser cette relation, bah, je vais lui dire, bah, avec la fonction related, d'aller chercher la colonne produit. Je ferme la parenthèse de related et la parenthèse de SUMX pour avoir le chiffre d'affaires. Donc, je vais exposer cette information-là dans un graphique. Par exemple, c'est le chiffre d'affaires par pays. Je vais utiliser un histogramme OP. Je vais agrandir le chiffre d'affaires et les pays. Automatiquement, j'ai les interactions entre les visuels. Ça veut dire qu'avec mon segment, bah, je peux filtrer mon graphique. Alors, je vais continuer. Je vais ajouter un autre graphique, par exemple, pour s'initier un petit peu aux dates. Dans ma table vente, j'avais des dates de commande, des dates de livraison. Par défaut, Power BI, il y a un traitement de time intelligence, de traitement d'heures et des dates et heures automatiques. Et ça me crée une hiérarchie dans laquelle je retrouve, par exemple, l'année, le mois, ainsi de suite. Je prends, pour analyser les données par période, je prends un graphique courbe où je prends les mois et mon chiffre d'affaires qui est là. Là aussi, j'ai les interactions entre les deux visuels, les deux graphiques. Si je sélectionne la Chine, ça filtre le deuxième graphique. Si je sélectionne un mois comme juin, ça filtre l'autre graphique. C'est ça les interactions entre les visuels. Je vais ajouter un autre graphique avec le total chiffre d'affaires. Pour ça, j'utilise le graphique carte. Ce n'est pas une carte géographique. Alors, dans ce graphique que je vais positionner à ce niveau-là, je vais tout simplement cocher le chiffre d'affaires. Ça me génère le total chiffre d'affaires. Je vais réduire et placer à ce niveau-là. Là, ça me donne une unité en cas. Je peux modifier ça tout simplement en passant par
Ici, unité d'affichage, c'est automatique. Je choisis aucun. Alors, maintenant, je souhaite afficher un top 5 des produits vendus, des chiffres, non, les couleurs les mieux vendues par rapport au chiffre d'affaires. Pour ça, je vais utiliser un autre visuel, c'est carte à plusieurs lignes. Je vais positionner, je prends les couleurs. Donc, du coup, là, j'ai toutes les couleurs. J'ajoute le chiffre d'affaires. Maintenant, je veux avoir que le top 5. Pour ça, dans le volet filtre, je vais essayer de filtrer par couleur. Je choisis un filtre T1 premier. Je prends 5, les plus hauts. Les moins vendus, ça va être bas. Et puis, à partir de là, je lui dis de filtrer par rapport au chiffre d'affaires. Et j'applique. Ça, j'ai le top 5. Il n'y en a pas d'autres. Je vais seulement enlever la notion chiffre d'affaires parce que j'en ai pas besoin. Et j'ajoute un titre pour mon visuel. Couleur. Je vais par exemple centrer blanc. Je peux appliquer exactement la même mise en forme, par exemple pour les titres, pour les autres graphiques, tout simplement en sélectionnant reproduire la mise en forme. J'applique et j'applique. Donc, à partir de là, une fois, on va dire que j'ai toujours les interactions entre les visuels. Et à partir de là, je peux publier mon rapport. La publication, c'est assez simple. J'enregistre. Et lorsque je demande de publier un rapport, je vais publier un rapport dans ce qu'on appelle un espace de travail. Soit c'est mon espace de travail ou un autre espace de travail qui a été créé au niveau de Power BI Service. Là, je prends mon espace de travail et publie. L'extension des fichiers Power BI, c'est un PBI X. On a une autre extension, PBI-T, pour les modèles Power BI. Une fois que c'est publié, je peux ouvrir. Sur mon navigateur. Et bien sûr, j'ai toutes les interactions, je peux filtrer, je peux faire pas mal de choses et je peux aussi partager mon rapport avec d'autres personnes. C'est comme si je partage un fichier depuis OneDrive. Voilà par rapport à notre démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, merci Aziz. Merci pour cette démonstration. Donc oui, on a quelques questions. Alors de Robert qui demande s'il y a des fonctions d'aide aux formules. Oui, en général, on a un petit peu comme dans Excel, l'assistant de création de formules, mais pour les débutants, je ne les conseille pas trop de les utiliser. Bon, l'assistant, c'est tout simplement les mesures rapides. Et en fait, là, je lui demande qu'est-ce que je souhaite effectuer comme calcul. D'accord. Par exemple, je vais lui demander d'avoir un cumul annuel à ce jour. À partir de là, il me demande, ça attend deux champs, par exemple, le chiffre d'affaires et puis une date, je prends date de commande. Et je valide OK. Et ça me crée ma mesure. Comme je vous ai dit, hein, une mesure n'est pas liée forcément à un tableau. Donc là, j'étais dans client, il me l'a créé dans client. D'accord. Et voilà la formule qui a été générée pour moi. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute, ça va être un peu compliqué de comprendre ce qu'il a créé pour moi. C'est pourquoi je préfère, pour les personnes débutantes, c'est de commencer avec des petites formules de base. C'est un petit peu comme dans Excel. Et puis, une fois qu'on commence à comprendre chaque fonction à quoi elle sert,
bah, dans ce cas-là, on peut commencer à écrire des formules comme ça ou utiliser l'assistant mesure rapide. Très bien. Alors, autre question de Dourid Ayoub. Donc, je voudrais pouvoir sortir des rapports qui me comparent deux fichiers Excel, aussi de pouvoir trier des données dans les listes déroulantes et m'afficher à chaque fois les données relatives au filtre choisi. C'est clair pour toi? Alors, j'essaie de comparer les deux fichiers Excel, aussi pour trier des données dans une liste déroulante et m'afficher chaque fois les données relatives au filtre choisi. Bon, comparer deux fichiers Excel, ça dépend un petit peu si on a des points communs entre les deux fichiers Excel, mais normalement, ça se fait dans Power Query. Et je prends un petit exemple, hein. C'est un petit peu comme de la recherche V, mais bon, le principe, c'est par exemple, pour lui, comparer deux fichiers Excel, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais je donne un petit exemple, donc, qui est équivalent à la recherche V sur Excel. Euh, j'ai un tableau fournisseur, normalement avec peu d'informations. Normalement, je ne dois pas le garder. Et un tableau produit. Je vais faire l'inverse de ce qu'on avait fait au début. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener les noms des fournisseurs ici. Tout simplement, je fais combiner, fusionner les requêtes. Je prends la table fournisseur, le point commun entre les deux tableaux que je vais fusionner. Et par la suite, je développe ma colonne qui a été générée par le SI et je récupère le nom du fournisseur. Ça me permet de savoir si on a des fournisseurs qui sont en commun ou pas. Après, les traitements dans Power Query, il y a énormément de traitements. Difficile de tout voir dans 30 minutes. Oui, bien sûr. OK. Bon, bah, c'est clair. Merci beaucoup pour cette formation donc express, hein. Encore une fois, c'est 30 minutes, hein. C'est une formation plutôt d'une durée de 10 heures environ, hein. Tout dépend du besoin et de votre niveau, mais qui nécessite de toutes les façons en prérequis une bonne connaissance d'Excel, hein. Je vous ai mis dans le chat la formation, enfin le sondage, donc le petit questionnaire, si vous voulez bien le remplir. Je vous adresse également, parce que je vous rappelle que on peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à m'appeler. Donc je suis Raphaël Berriot, je vous ai mis mes coordonnées dans le chat. Je vous envoie aussi le lien CPF, parce que cette formation, si vous le souhaitez, est toujours éligible au CPF. Donc, il y a plusieurs types de formations, hein, de 10 heures ou plus. On forme également, bien entendu, sur Excel, hein, pour ceux qui voudraient, PowerPoint, enfin toute la suite Office. On a également des formations aux langues. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, merci beaucoup à tous. Je laisse ouvert la session pour vous laisser le temps de remplir le questionnaire sur Forms. Et puis, je suis à votre disposition en espérant qu'on a répondu à vos questions qui n'étaient pas très nombreuses, mais vous pouvez encore en poser si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes. N'est-ce pas, Aziz? Oui, je suis là. Juste aussi, par rapport au CPF, le reste à charge, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais on a le gouvernement qui est en train d'étudier la chose. Ça veut dire que concrètement, jusqu'à présent, vous pouvez prendre votre CPF sans avoir à débourser quoi que ce soit de votre poche. Il n'est pas du tout impossible qu'en mai, juin, ce soit plus du tout le cas. On ne sait pas de combien l'État vous demandera d'investir ou de co-investir, on va dire. C'est peut-être 50, 100 euros, j'en sais rien, plus. Mais voilà, sachez-le, parce que si vous avez un besoin de formation, peut-être que c'est le moment de prendre date, en tout cas via le CPF si vous le souhaitez, ou pour le plan, c'est une autre affaire. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci encore à tous. Et je vous envoie le replay. Il faut attendre 24-48 heures parce que mes services, le service de la communication tarde parfois. Donc, ce sera peut-être lundi, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, à très bientôt et merci. Faites de la pub, Merci à tous. hein. On compte sur vous. À bientôt.
À bientôt, au revoir.